va changer de continent, on va changer de pathologie, on va changer de construction, parce qu'on n'a pas derrière ni des institutions, enfin des équipes de recherche particulières, enfin données comme dans le cas du paludisme, ni une agence de moyens et de programmation comme la NRS. C'est un projet qui est plutôt bottom-up dans ce cadre-là, qui porte sur les encéphalites en Asie du Sud-Est, avec un acronyme qui est CIE, et qui a été vraiment réalisé dans le cadre d'Avisan Sud. Ça a été une des premières réalisations pratiques qu'on a mises en œuvre. Pas simple. Alors, ce qu'on voulait dans le cadre d'Avisan Sud, c'est développer des projets, mettre en place des projets structurants qui puissent répondre à 3 critères. Bien évidemment, permettre d'apporter des réponses à des problèmes considérés comme des priorités de santé publique dans les pays où ils seraient mis en place, renforcer le partenariat Nord-Sud, et aussi, et ça c'est un point important, renforcer la collaboration entre les acteurs français. Ce que vous a montré Jean-François ce matin, c'est qu'on a vraiment une multiplicité d'acteurs, des moyens qui sont mis en place, surtout des moyens humains, mais finalement, on a de la visibilité de l'Institut Pasteur d'un côté, de l'IRD de l'autre, mais une visibilité d'ensemble de la France, de l'action de la France dans ses activités de recherche au Sud, pas si évidente. Voilà, donc pourquoi on a proposé encéphalite en Asie du Sud-Est? Pour des raisons assez évidentes aussi. Ces encéphalites sont essentiellement d'origine infectieuse et pour la plus grande part virale ou bactérienne. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 40 à 60% des cas où l'étiologie n'est pas déterminée, et que ce soit au nord ou au sud, puisqu'il y a eu une étude il y a 2-3 ans en France, sur à peu près 300-400 patients, où on a encore 50% de causes non identifiées pour les encéphalites. Les formes sévères sont fréquentes et on peut avoir une mortalité pas négligeable avec des séquelles neuropsychiques assez importantes. Alors un problème plus particulier en Asie du Sud-Est, puisque ce sont pour les enfants une des causes les plus fréquentes d'hospitalisation et que c'est une zone à très haut risque d'émergence, comme on a pu le voir et vous le voyez sur la photo, durant l'épidémie d'entérovirus E71 qui a sévi en avril-juillet 2012 avec une mortalité chez les enfants non négligeable. Vous voyez 64 décès durant cette période. Une cause très importante d'encéphalite lorsqu'elle est diagnostiquée en Asie du Sud-Est, c'est bien évidemment l'encéphalite japonaise lorsque la vaccination n'est pas systématique. Et elle est recommandée au Vietnam, mais au Cambodge et au Laos notamment. Ce n'est pas une vaccination qui est systématique. Alors comment est né ce projet? Ça a été vraiment du bottom-up et pas des chercheurs d'abord, mais d'abord des institutions, ce qui n'est pas une manière de mettre en place un projet très, très classique. On a proposé au sein d'Avisan Sud ce projet en disant que c'était un problème de santé publique dans la zone. Il y avait beaucoup d'acteurs français dans cette région d'Asie du Sud-Est. Les partenaires d'Avisan Sud ont donné un accord de principe en septembre 2011 et on est parti sur l'organisation d'un séminaire avec les partenaires du Nord français, bien sûr, et du Sud, donc de plusieurs régions, Laos, Vietnam, Cambodge, mais il y avait également des chercheurs thaïlandais et indonésiens. Et cette réunion a eu lieu en février 2012 à Phnom Penh. On avait une quarantaine de participants. La première question était: est-ce que vous êtes intéressés pour mettre en place un projet sur ce thème? La réponse a été oui. Et ensuite, la deuxième question a été: comment on le met en place? Et ensuite, donc, il y a eu une réflexion qui s'est instaurée et on va y revenir. Alors, les objectifs de ce projet, c'est bien évidemment mieux diagnostiquer pour mieux soigner et prévenir les encéphalites. Là, il n'y a rien de nouveau et je ne veux pas rentrer dans le détail. Et ce projet s'est construit au fil du temps à travers 3 work packages, comment on traduit ça, des plans de travail, enfin on va dire work package. Ce qu'on voulait dès le départ, c'est que ce soit un projet donc, impliquant un vrai partenariat avec les pays du Sud, impliquant plusieurs institutions du Nord, mais également multidisciplinaire et multithématique. On voulait vraiment qu'il y ait une approche intégrée et ce qu'on appelle maintenant dans un concept One Health, donc avec à la fois une approche clinique et épidémiologique, une approche de diagnostic de laboratoire, donc diagnostic étiologique, mais allant jusqu'à la découverte de nouveaux pathogènes, et puis un troisième work package qui nous semblait extrêmement important, portant sur des investigations de terrain pour déterminer
les facteurs écologiques et environnementaux qui peuvent favoriser l'émergence de clusters d'encéphalite notamment. Alors, on ne va pas détailler les différents work packages, mais bon, très rapidement, les premiers points sont essentiellement portent sur du capacity building, enfin du renforcement des capacités, de la formation et du transfert de technologie. C'est vraiment, avant de démarrer ce projet, enfin concrètement, et de recruter des patients, il y a une phase préparatoire qui est longue, qui nécessite sur les sites qui sont sélectionnés d'avoir à la fois au niveau clinique et épidémiologique une harmonisation à la fois des techniques, des critères de recrutement, des critères diagnostiques cliniques et également tout ce qui concerne le diagnostic biologique. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et donc, sans rentrer dans le détail des différents work packages, ils comportent tous déjà cette mise au point. Un des work packages importants, donc c'est sur le diagnostic de laboratoire et la découverte de nouveaux pathogènes, et vraiment le renforcement ou la création de nouvelles capacités dans les laboratoires hospitaliers est un point absolument essentiel, avec un transfert de technologie et des séminaires de formation des différents chercheurs qui sont impliqués dans ce programme. Bien évidemment, si on arrive à mettre... Il y aura le projet prévoit des diagnostics de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, avant d'entamer la pathogen discovery. Et bien évidemment, ce qu'on pense également, c'est que si toute cause infectieuse est éliminée, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres causes, et notamment des causes auto-immunes. Et puis le work package sur les investigations de terrain dans cette approche One Health, avec deux premiers objectifs qui sont, d'une part, d'essayer de modéliser la transmission de l'encéphalite japonaise, et puis d'identifier les principaux facteurs de risque du virus Nipah, qui ne sévit pas encore dans cette région particulière, mais qui a toutes les chances d'arriver, et puis ensuite de voir quels peuvent être les facteurs d'émergence en cas d'identification de clusters d'encéphalite pour lesquels nous n'avons pas de diagnostic immédiat. Alors, tout ce projet s'est construit au cours de différents meetings, à la fois physiques et puis par téléphone, avec un séminaire de planification des activités de la phase préparatoire qui a eu lieu en septembre 2012 à Bangkok. La phase préparatoire a été officiellement lancée en octobre 2012, et puis on a eu un kick-off meeting, enfin un séminaire de lancement de la phase pilote très récemment à Vientiane au Laos. C'est un projet interdisciplinaire et multi-institutionnel avec sur la gauche tous les partenaires d'Asie du Sud-Est, alors avec dans chaque pays à la fois un partenaire hospitalier et un partenaire de laboratoire. Au Cambodge, c'est l'hôpital pédiatrique Kantabopa, qui est un hôpital uniquement pour les enfants, un hôpital pédiatrique bien sûr, et qui recrute une grande majorité des enfants souffrant d'encéphalite dans cette région. Et puis l'Institut Pasteur du Cambodge pour les aspects de laboratoire. Au Laos, c'est l'hôpital Mao Sot, avec la contrepartie de laboratoire, qui est un laboratoire hospitalier dans Mao Sot et qui lie l'Université d'Oxford et le Wellcome Trust. Et au Vietnam, l'hôpital pédiatrique central de Hanoï et l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie. En France, vous avez les différents instituts qui sont représentés ici, Institut Pasteur, CIRAD, justement à travers le troisième Work Package sur les investigations de terrain. Et ça, c'était intéressant d'avoir un vrai projet liant les acteurs de santé humaine et de santé animale. L'Université d'Aix-Marseille, l'IRD, la Fondation Mérieux, le HESP, et puis on va en arriver au financement dans un deuxième temps. Alors cette mise en œuvre, on verra ça sur une autre diapo, comporte, comme je vous le disais, une phase préparatoire qui est fondamentale, qui prend beaucoup de temps, vous voyez 14 mois là-dessus, qui est vraiment sur tous ces aspects de formation, de renforcement des capacités, de transfert technologique et des standards of procedure, qui a démarré en octobre 2012 et qui va se finir là en fin d'année, début 2014. La phase pilote qui va se mettre en place au Cambodge, au Laos et au Vietnam à partir de la fin du premier trimestre 2014 probablement, avec une inclusion de 150 patients sur 4 mois. La phase projet proprement dite, alors ça c'est extrêmement ambitieux puisque ça serait la première étude de cette envergure sur les encéphalites avec 1500 patients, ce qui est énorme, sur 36 mois et une durée du projet total de 5 ans.
Alors, le budget prévisionnel estimé est bien évidemment pour ce type d'études très élevé. Une première estimation est de plus de 5 millions. On n'en est pas là. On a actuellement un soutien financier de 1,4 million qui provient tout d'abord des partenaires d'Invison Sud, et ça c'est extrêmement important puisque à partir du moment où les partenaires d'Invison Sud ont dit OK, on y va, chaque institution a mis une somme plus ou moins importante dans la corbeille de manière à ce qu'on puisse démarrer le projet. Ceci nous a permis d'obtenir des financements complémentaires de la Fondation Total et puis plus récemment, dans un projet présenté par le CIRAD dans le cadre du FP7, on a eu une partie du financement non négligeable également, environ 300 000 € pour des équipements essentiellement. Bien évidemment, on recherche des financements complémentaires et heureusement, on a quelques pistes. Alors, les retombées et résultats attendus, ils sont classiques. Renforcement de l'expertise médicale, clinique et scientifique, une amélioration de la prise en charge médicale des enfants, puisque cette étude portera essentiellement sur des enfants, et puis des informations fournies aux autorités nationales de santé. Ça, c'est un point important, avec éventuellement des recommandations pour la vaccination contre l'encéphalite japonaise. C'est une initiative donc régionale également qui implique dans la phase pilote 3 pays, le Cambodge, le Laos et le Vietnam, comme je vous le disais, mais qu'on envisage d'étendre secondairement à d'autres pays. Les Thaïlandais sont intéressés, de même que les Indonésiens. Et comme le disait Catherine Ferrand ce matin de la Fondation Total serait prête à fournir un financement pour qu'on puisse étendre ce projet en Birmanie. Alors, une gouvernance assez compliquée, effectivement, mais on a voulu qu'elle fasse apparaître les partenaires du Nord et les partenaires du Sud principalement. C'est assez complexe. Il y a un pointeur là-dessus, je ne sais pas comment il marche. Vous avez une idée, non? Le petit gris. Ah, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et on appuie quelque part. Ouais. Alors, on a un comité d'investigateurs et non pas un seul investigateur parce qu'on voulait respecter une espèce de balance entre les 3 work packages et puis une balance nord-sud. Alors, on a un coordinateur nord qui est Marc Lecuy, un coordinateur sur les aspects plus de diagnostic biologique qui est Paul Newton. Et comme son nom ne l'indique pas, il est installé au laboratoire hospitalier au Laos, à Vientiane. Et puis, un coordinateur qui représente plutôt le work package 3, qui est Ronello Abila et qui est représentant régional pour l'Asie du Sud-Est pour l'OIE. Ça fait partie d'une cellule administrative et de management scientifique en lien avec des points contacts nationaux. Alors, ces points contacts nationaux pour chacun des pays. Et ces points contacts ont comme mission, on peut dire, d'induire une transversalité entre les 3 work packages, de voir un peu comment se mettent en place les autorisations pour les comités d'éthique et de faire remonter un peu tous les problèmes qui peuvent apparaître au niveau de chaque pays. On a une cellule plus opérationnelle avec les différents work packages ici, 2 leaders par work package, et puis de nouveau au niveau de chaque pays, un représentant au sein de ce work package. Bon, on a un project manager, heureusement, et puis, comme habituellement, un steering committee, un board scientifique, et puis un comité de partenariat ou des parties prenantes, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui représente en fait toutes les institutions qui sont impliquées, et puis également les financeurs. Donc, on vient d'avoir une première réunion de notre board scientifique, qui est international, bien évidemment. Donc, c'est complexe, mais on voulait qu'il y ait une vraie représentation nord et sud dans ce projet. Alors, juste pour la mise en place de ce projet, c'est juste pour vous illustrer que c'est long, qu'on ne met pas ça facilement en place. Depuis le meeting qui a eu lieu à Bangkok en septembre 2012, où on a lancé la phase préparatoire, vous voyez que cette phase préparatoire va s'étendre finalement jusqu'à la fin du premier trimestre 2014 et que toutes ces choses doivent être finalisées avant qu'on arrive à mettre ça en place. Et donc avec un gros effort sur le renforcement des capacités et la formation, et puis bien évidemment obtenir toutes les autorisations des comités d'éthique, mais ça on l'a déjà, et puis la fabrication des tests de diagnostic biologique et le transfert des technologies et la formation du personnel là-bas. On ne va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire alors au 22 novembre? Donc quelques points forts et des points faibles, bien sûr. On a peut-être réussi à mettre en place, pour le moment en tous les cas, une action structurante entre les acteurs français d'une part,
Et puis aussi entre les équipes françaises et les équipes du Sud. Ce n'était pas gagné d'avance, mais bon, ça, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. On a un projet de recherche interinstitutionnel et multidisciplinaire avec ces 3 work packages, notamment le work package sur les aspects plus environnementaux et écologiques qui sont importants. Là, un vrai point fort, c'est la formation, le renforcement des capacités et transfert de technologies. Ça coûte cher, ça prend du temps, ça ne permet pas de publier, mais c'est absolument capital dans la mise en place d'un projet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment, ça représenterait la première étude de cette envergure sur les encéphalites dans le monde. Donc on espère pouvoir aboutir. Alors les points faibles, il y en a bien sûr. Et peut-être encore, et là on doit travailler là-dessus, c'est encore sans doute trop la perception d'un projet du Nord au Sud. Et on s'en rend compte parce qu'on voit un sentiment, il y a quand même une hétérogénéité dans le sentiment d'appropriation par les équipes du Sud. Ça a plusieurs explications. D'une part, il n'y a pas encore vraiment de leader du Sud sur cette thématique. La gouvernance est aussi extrêmement complexe. Je pense qu'une fois que la phase préparatoire soit vraiment finalisée, que toutes les technologies seront transférées, que tout le monde aura été formé et que commencera la phase pilote, je pense qu'on pourra avoir un vrai sentiment d'appropriation de la part des partenaires du Sud. Et puis, bien sûr, un point énorme, c'est la difficulté à lever des financements pour la totalité de l'étude. Et donc là, on fait appel à toutes les bonnes volontés, s'il y en a dans la salle aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention.